Que votre parcours de vie soit rectiligne ou sinueux, je ne sais pas vous, mais moi je pense qu'il n'y a pas qu'un seul chemin dans la vie. Dans Parcours le podcast, découvrez quel chemin ont choisi, ou pas, de prendre mes invités. Comment ils en sont arrivés là où ils sont, leurs idées, leurs échecs, leurs inspirations et bien plus encore. Je m'appelle Raphaël, allez, en route. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme au parcours que l'on pourrait qualifier de sportif sous bien des aspects. Julia Lang, bonjour, tu as 26 ans. Il y a environ 4 ans, tu rencontres l'homme avec qui tu es en couple actuellement, un sportif de haut niveau, au palmarès impressionnant, le joueur de tennis français Pierre-Hugues Herbert, vainqueur en double de l'US Open en 2015, de Wimbledon en 2016, de Roland-Garros en 2018, toujours aux côtés de Nicolas Mahut. Alors aujourd'hui, ce n'est pas son parcours qui nous intéresse, mais bien le tien, Julia, même si les deux sont liés. En effet, entre vie privée et vie professionnelle, tu accompagnes Pierre-Hugues dans tous ses déplacements autour du monde. Au fil des compétitions et des entraînements de tennis, tu gères son image, notamment sur les réseaux sociaux, sa communication, les relations avec les médias et les sponsors, son organisation quotidienne, l'agenda, les déplacements et j'en passe. Alors aujourd'hui, Julia, tu vas nous raconter tout ça et merci d'être là avec moi aujourd'hui. Bonjour Raphaël, merci de m'avoir invitée et très belle présentation. Franchement, merci. On peut juste rajouter qu'il a gagné l'Australian Open en 2019. Ok, double, voilà. ouais, j'ai pas tout dit, je me connais pas trop en tennis. Oui, pas de souci. Ouais. Ok, alors j'ai une première question pour toi, directe. Est-ce que les gens, et peut-être moi aussi dans ce podcast aujourd'hui, n'ont pas tendance à te rapporter uniquement à ta relation avec Pierre-Hugues quand il te parle ou quand il parle de toi ? Est-ce que tu n'es pas ramené tout le temps au fait que tu es la copine de Pierre-Hugues ? Parce que ce n'est évidemment pas la seule chose qui te définit, et heureusement d'ailleurs. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça ? Franchement, je vais te dire que je sais pas vraiment parce que les gens, en tout cas autour de moi, c'est des gens de qui je suis proche, c'est mes amis, ma famille, ou voilà, les amis de Pierre-Hugues, la famille de Pierre-Hugues, donc je pense pas être comparée à ça, mais je pense que oui. Enfin, forcément, même moi, je fais des conclusions un peu faciles toute la journée et du coup, les gens sont peut-être amenés en raccourci à dire que je suis la copine de Pierre-Hugues et franchement, je leur en veux pas du tout. Ça reste bienveillant. Non, voilà. D'accord. Puis même, à la limite, c'est pas grave. Voilà. Ça évite des grandes présentations. Mais bon, je pense que ça arrive en tout cas. Alors, avant de parler de ce que tu fais actuellement, un peu comme à chaque fois, on va un petit peu revenir en arrière pour apprendre à mieux te connaître. Alors, dis-nous tout. Où est-ce que tu as grandi, Julia ? D'où viens-tu ? Alors, je suis née à Metz il y a 26 ans et je suis restée à Metz jusqu'à mes 22 ans, je crois. Après, je suis venue à Strasbourg finir mes études. Mais voilà, j'ai grandi à Metz principalement. Tu as fait collège et lycée à Metz. Oui, c'est ça. Ok. Et alors, tu étais une élève studieuse à l'école ou c'était pas trop ton truc ? Alors, ça me fait rire cette question parce que j'étais ni l'une ni l'autre. En fait, j'étais pas du tout une élève studieuse. Bon, après, je rendais mes devoirs en temps et en heure, mais voilà, le contenu, c'était pas forcément le meilleur. Et après, j'ai toujours apporté de l'importance à l'école. Ça a toujours été important pour moi. J'ai toujours été présente. J'ai jamais été une grande absente, etc. Donc, on pouvait pas vraiment me reprocher grand-chose, mais j'avoue que j'en faisais pas énormément. Enfin, voilà, avoir la meilleure note, c'était pas ce qui m'intéressait. Et j'ai toujours été dans les clous, toujours dans la moyenne pour me permettre de passer au niveau au-dessus, quoi. Mais... Et est-ce que tu te souviens de tes rêves étant petite ? Comment tu envisageais l'avenir ? Alors oui, je pense que comme toutes les petites filles, j'ai rêvé d'être chanteuse à un moment. Après, je suis passée par la phase vétérinaire. Mais très vite, au collège, je voulais être journaliste. En fait. Ouais, j'aimais bien Claire Chazal, je me voyais bien présenter un journal télévisé, franchement ça m'aurait plu. Et j'avais fait même mon stage en 3e chez TF1 parce que j'avais un voisin journaliste qui m'avait fait rentrer là-bas et ça m'avait super plu, franchement. J'avais fait un reportage avec eux, c'était très très cool et du coup j'étais restée dans le domaine de la com en tout cas déjà en 3e. Je m'étais dit après mes études je ferais de la communication quoi. Ouais, toujours un petit peu en rapport avec les médias, du coup, c'est par ça. Une autre voie. Et actuellement, quelles sont tes passions dans la vie ? Alors, c'est marrant parce que une de mes passions maintenant, c'est devenu le tennis en fait, parce que c'est mon quotidien. Toute l'année, je le suis. Enfin, je le suis le tennis, pas spécialement Pierre-Hugues, même si je suis Pierre-Hugues, mais je suis le tennis, on va dire. J'aime bien voir les performances, les matchs un peu chauds, serrés, etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Après, je joue pas au tennis, donc on peut pas vraiment dire que ce soit une passion, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me prend du temps et que j'aime bien faire, quoi. Mais après, mes autres passions plus globales, on va dire, ce que j'aime bien, en tout cas, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, j'adore. La mode, tout ce qui est lifestyle, restauration, vacances. On peut dire aussi que les voyages, c'est une de mes passions, parce que même avant de rencontrer Pierre-Hugues, j'ai essayé de voyager
avec Beaucoup. ma bourse d'étudiante, quoi. Je travaillais et je me payais des voyages. Et sinon aussi, depuis 1 an et demi, je pratique le yoga et j'aime beaucoup le yoga. D'accord, Voilà. ok. Pour un petit peu mieux connaître ton univers. Et tu te décrirais comment, point de vue caractère, par exemple? Ça, c'est un peu dur, je trouve, de se poser cette question, mais je pense que ce que les gens autour de moi, de qui je suis proche, diront que je suis spontanée et que j'ai quand même la joie de vivre. Ouais, ça s'entend. Assez souriante. Donc voilà, je dirais spontanée, souriante. Et est-ce que tu es une compétitrice dans l'âme, que ce soit dans le domaine du sport ou dans un autre domaine? Alors, pas du tout. Pas du tout, vraiment pas du tout. Comme je te disais, avoir la meilleure note, c'était pas ce qui m'intéressait à l'école. Ouais. Et même plus jeune, j'ai toujours fait du sport et j'ai jamais voulu faire de compétition. Franchement, je restais toujours à mon niveau, je m'entraînais et tout, mais c'était pas un objectif. Mais Pierre-Hugues dira que j'aime quand même bien gagner, mais au final, tout le monde aime gagner. Qui aime perdre? Non, mais c'est ça. Mais au final, perdre, c'est pas quelque chose qui me dérange non plus. Ouais, mais j'aime bien gagner, oui, ça c'est sûr. Mais voilà, je vais pas tout donner pour gagner. En fait. Donc on l'a dit, tu as fait le début de tes études collège-lycée en Lorraine et ensuite, après le bac, tes études supérieures. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, comme je te disais, je voulais faire de la com, donc je me suis tout de suite orientée vers la fac de ma ville, donc à Metz, au Solcy. Il y avait un pôle infocom, information communication. Donc je me suis inscrite là-bas. J'ai eu ma première année, je l'ai pas validée parce que j'ai eu des petits soucis de santé et du coup j'ai dû rester quelques temps à la maison. J'avais validé qu'un semestre et du coup la deuxième année de ma première année, j'avais qu'un semestre à rattraper en fait. Donc j'ai fait en 2 ans, j'ai fait ma première année. D'accord. Et du coup j'ai pu un peu voyager et bosser en parallèle parce que j'avais pas mal de temps libre pour moi. Et ensuite j'ai eu ma première année au bout de 2 ans et ma deuxième année du premier coup. Donc j'ai fait 3 ans en fait à la fac et à la fin de cette deuxième année, donc quand j'ai obtenu mon DUG, information communication, j'ai voulu partir parce que la fac ça me plaisait pas du tout. Je trouvais que c'était trop laxiste, on connaissait pas les profs nous connaissaient pas. Moi j'aime quand même bien le contact avec les gens, j'aime bien à la fin du cours aller parler avec le prof, voilà. Et ça me manquait vraiment. Et du coup en plus voilà, j'étais avec Pierre-Hugues depuis presque 1 an, il est de Strasbourg, j'ai toujours eu en tête cette école qui est l'ISCOM en post-bac, mais voilà, je m'étais prise un peu tard et puis c'est un budget, une école privée comme ça et tout, donc j'avais abandonné, puis j'ai fait mes 2 ans, puis je me suis dit bon allez, là c'est le moment de partir. Donc j'ai passé mes concours comme ça un peu au bluff, j'ai préparé mon dossier, j'ai été acceptée et du coup après je suis partie à Strasbourg, donc je suis arrivée en 3e année ici, donc je me suis spécialisée en relations presse événementielles. Et puis j'ai fait ma 4e année, ma 5e année et ça fait 1 an que j'ai terminé mes études du coup. Ok, et donc du coup, à la base, quand tu as commencé la communication même à Metz, tu ne connaissais pas encore Pierre-Hugues, du coup, c'était pas du tout dans l'optique de travailler plus tard avec lui à sa communication. À la base, non. C'était vraiment... Alors ça, pas du tout. Et je trouve que c'est vraiment ce qui est génial dans notre relation, et c'est ce que j'aime bien souligner, c'est que c'était mon envie, mon destin, voilà ce que j'avais vraiment envie de faire. Et avec ou sans lui, j'aurais fait de la communication, ça j'en suis certaine. Ouais, c'était ce que je voulais faire, et mes études, elles m'ont jamais ennuyée, et je me suis jamais dit au bout de 2 ans, punaise, allez, je recommence autre chose, ça me plaît plus, etc. C'était vraiment clair pour moi, c'était faire de la com. Alors après, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Journaliste, attaché de presse, je sais pas, mais en tout cas, c'était de la com, quoi. D'accord. Et alors, quand tu étais à l'ISCOM Strasbourg, du coup, tu avais déjà rencontré Pierre-Hugues. Est-ce que ça a été compliqué de gérer de front les études à Strasbourg quand lui était en déplacement ailleurs dans le monde, évidemment pour le tennis, donc les études, l'éloignement, en même temps un peu déjà votre collaboration professionnelle ensemble, votre vie de couple aussi. Toi, tu étais entre guillemets coincé sur les bancs de l'école à Strasbourg. J'imagine que tu étais pressé d'obtenir le diplôme pour pouvoir pleinement le suivre partout et l'aider aussi dans sa com. C'est vrai que voilà, je l'ai rencontré, j'avais 21 ans, donc à 21 ans, il peut se passer tellement de choses. Je veux dire, t'as beau rencontrer quelqu'un, tu sais pas si tu vas faire ta vie avec, tu sais pas combien de temps ça va durer. En plus, il avait une vie tellement différente, tellement prenante, avec du temps pour rien d'autre que son tennis. Donc au final, moi j'ai toujours pris un peu notre relation comme elle venait. Moi je savais que je voulais aller au bout de mes études, c'était ce qui comptait. Lui en plus il m'a toujours encouragée et c'était pas possible pour lui que j'arrête plus tôt pour le suivre, c'était pas une bonne raison.
Et non, et du coup, ça a été difficile, oui, forcément, parce qu'on était éloignés parfois 2 mois, 1 mois et demi, et forcément, quand on est éloigné 2 mois, il n'est pas à 200 kilomètres, quoi. Il est en Australie, donc le décalage horaire, donc je me couche, il se réveille, et l'un et inversement, donc effectivement, c'était dur à gérer. Mais voilà, on l'a fait, on sait par quoi on est passé, et je trouve que ça rend l'histoire encore plus belle, quoi. On n'a pas pris la voie facile, moi, je suis allée au bout de mon truc, lui, il n'a jamais lâché son truc à lui. Donc voilà, non, je suis vraiment contente. Ça n'a pas été facile, ça c'est certain, mais voilà, on en est là aujourd'hui et c'est très très bien comme ça. Finalement, parce qu'à un moment, je voulais dire, le parcours de PH a influencé le tien, mais en fait, pas tant que ça. Toi, tu suis vraiment la voie que tu as décidé de suivre, même indépendamment de son parcours à lui. Vous tracez vraiment vos routes chacun de votre côté. C'est plutôt sain, quoi. Non, c'est sûr. Et puis petit à petit... sa carrière m'a apporté entre guillemets du travail, on va dire, parce que je prenais en main des choses que lui prenait pas en main et je lui proposais des idées, et comme c'est bête, mais quand je l'ai rencontré, il était pas sur Instagram. Et je me rappelle qu'au bout de 6 mois, 6 mois de relation, on arrive à Roland-Garros, et je lui dis franchement, c'est pas possible que t'aies pas Instagram, quoi. J'étais à Facebook, t'as Twitter, et il m'a dit, tu sais quoi, il m'a dit, tu me crées Instagram et tu t'en occupes. Et c'est parti vraiment tout bêtement comme ça. Ça a été ma première mission, en fait. Et donc à partir de là, quand je voyageais, je faisais des photos. Bon, je pense pas qu'il y avait des stories encore à l'époque, mais je faisais des photos, j'alimentais, je mettais à jour, et puis petit à petit, en fait, tu lui apportes ton expertise aussi, quoi. C'est ça. Et puis c'était hyper naturel, en fait. On s'est pas dit à un moment, on s'est pas mis face à face. Maintenant tu vas me faire tout ça, et puis on signe un contrat. C'était petit à petit, moi en fonction de mes études, mon temps libre, en fonction de lui, ses envies, ses besoins, etc. C'était toujours hyper naturel. Et donc alors la question que tout le monde se pose, comment vous êtes rencontrés finalement avec Pierre-Hugues? Moi, j'étais donc étudiante à Metz, donc à la fac. Et la fac, on connaît tous un peu les horaires, les rentrées tardives, etc. Donc, je savais que j'avais le temps d'aller faire donc, cet événement qui était le Moselle Open en 2014. Et donc, ma deuxième année de fac. Et donc, voilà, ça a commencé fin septembre, mi-septembre. Et moi, j'avais ma rentrée un peu plus tard. Et puis, c'est une semaine qui paye bien. Hein, quand on est étudiante, on va pas se mentir. Moi, en plus, je la faisais avec des copines. Donc, c'était trop cool. Franchement, c'est un super événement. C'est un gros événement sportif à Metz. Donc, j'étais hôtesse, en fait. Et donc, pendant ma semaine en tant qu'hôtesse, j'ai sympathisé forcément avec les gens du staff, etc. Et le mercredi, il y a un peu la soirée du tournoi, donc qui réunit les organisateurs, tous ceux qui travaillent, et puis il y a quelques joueurs, en fait. Les joueurs qui ont perdu, typiquement, ils peuvent venir boire un verre, ça fait toujours plaisir aux organisateurs. Et du coup, moi, je suis allée boire un verre avec mes copines, et en allant chercher un verre au bar, il y a donc un chauffeur, Gilles, qui me dit « Ah, Julia, t'es là, etc. » Je dis « Oui, je suis là. » Il me dit « Viens, je te présente Pierre-Hugues, tu le connais ?» Je dis « Non, mais je savais que c'était un joueur. Moi, j'avais pas du tout envie d'en arriver là. Je n'étais pas du tout là pour ça. Franchement, ça me mettait un peu mal à l'aise parce qu'au final, il va me présenter. Et puis quoi, on n'est pas à l'abri d'un blanc. Lui, il s'en fout de moi. Moi, je m'en fous de lui. Bref. Et au final, il nous a présenté. On a papoté. Voilà, on a passé une bonne soirée, on a échangé nos numéros, et puis on s'est revus 3 semaines plus tard, parce que le lendemain, il partait pour l'Asie, il partait au Japon, je crois, en Chine et au Japon. Et quand il est rentré, il m'a dit écoute, il y a rien qu'on se revoie. Et puis on s'est revus à Strasbourg, on s'est revus donc une deuxième fois, puis on s'est revus une troisième fois à Paris, genre 1 mois et demi après. D'accord. Parce que j'étais à Paris pour aller voir mes copines pendant la Toussaint, et lui était à Paris pour jouer Paris-Bercy, le Master 1000 en fin d'année. Donc nos emplois du temps se sont recroisés sans qu'on le veuille vraiment. Et puis depuis Bercy 2014, on s'est pas séparés en fait. Super. On s'est vraiment mis ensemble là-bas officiellement. Ok, donc ça s'est fait progressivement, mais sûrement. Ouais, c'est ça. On pouvait pas trop brusquer. Et tu connaissais quelque chose au tennis à l'époque? C'était pas du tout ta passion. Alors, je vais te dire rien. Franchement, mes parents m'avaient inscrite au tennis. Je devais avoir 6 ans. Je me rappelle avoir passé ma balle blanche et ma balle jaune, mais ça m'avait saoulée. Je savais même pas que ça existait. Si, c'est les niveaux, c'est comme le galop 1, galop 2 à l'équitation. Et bref, j'avais, je pense, aimé, mais pas au point de me réinscrire, quoi. Ouais. Et franchement, je me rappelle passer devant la télé, voir mon père, mon beau-père, et les regarder, leur dire mais comment vous faites pour rester 5 heures une après-midi devant Roland-Garros? Je dis mais franchement, c'est quoi l'intérêt? Je ne comprenais pas ça. Je ne le comprenais pas. Oui. Et aujourd'hui, je comprends tout à fait, bien sûr. J'adore ça même. Mais donc je connaissais rien. Et vraiment, j'ai appris avec lui en allant de tournoi en tournoi pendant les matchs de Pierre-Hugues. C'était son coach qui m'apprenait les points, les enjeux, les balles de break, les premiers, seconds services, les amortis, les coups droits. Je connaissais rien. Je partais de zéro. Tu parles chinois là pour moi. Ouais. Non, mais je partais de zéro. Ouais, d'accord. Et alors, tu t'es tout de suite sentie à l'aise dans le milieu du sport professionnel, à ta place? Franchement, j'ai pas le souvenir de m'être pas sentie à l'aise. Après, Pierre-Hugues, je pense qu'il a
bien jouer son rôle aussi. Ouais. Parce qu'en fonction de comment la personne t'accueille, entre guillemets, dans son monde, forcément, tu vas te sentir mieux ou moins bien. Mais non, lui, il m'a tout de suite bien intégré. Même si je connaissais rien, il m'a jamais fait me sentir bête ou nulle ou quoi. Donc, moi, ça me donnait envie d'apprendre, de rentrer dans sa vie. Et puis, petit à petit, en fait, les gens, le tennis, c'est comme tous les milieux. Tout le monde se connaît. Ouais. Tout le monde sait qui est le coach de qui, le kiné de qui, la copine de qui. Enfin, c'est une petite famille. Donc, au fur et à mesure, les gens connaissent ta tête, viennent te parler. Et puis, voilà, moi, j'ai pas trop de mal à aller vers les gens non plus. Donc, non, franchement, je me suis jamais sentie mal. J'aurais pu, je pense, parce que c'est quand même un milieu de mecs. Mais je me sentais bien avec les garçons aussi. Donc, voilà, franchement, non. Que du positif. Ok. Alors, donc, vos débuts se sont faits progressivement, mais est-ce qu'on n'y réfléchit pas à 2 fois avant de s'engager avec un sportif comme Pierruc qui a quand même un rythme de vie spécial? Est-ce que tu as senti au moment où c'est devenu sérieux avec PH que quelque chose allait vraiment changer dans ton mode de vie? Franchement, je sais pas à partir de quel moment ça a squeezé comme ça, parce qu'au final, tu es avec quelqu'un au début, tu prends que le positif, tu es tranquille, mais... Pardon. Non, donc, on sait pas vraiment ce à quoi on peut s'attendre. Et puis, non, franchement... j'ai pas eu de... Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste ton job? Qu'est-ce que ça signifie de s'occuper de l'organisation et de la com de PH concrètement, pour qu'on puisse un petit peu s'imaginer ton quotidien? Alors, spécifiquement, en fait, les gens me demandent toujours « Mais toi, t'es quoi? T'es l'agent de Pierrugue et tout ?» Non, alors moi, je suis pas l'agent de Pierrugue parce que je négocie pas de contrat et je vais pas vers les marques. Mais après... C'est sûr que ma plus grosse étiquette, c'est tout ce qui est community management et donc les RP. Donc, ma première mission, c'était donc de m'occuper de ces plateformes sociales. Donc, c'est Instagram, Twitter, Facebook. Donc, au total, il y a aujourd'hui plus de 150 000 abonnés, je crois. Donc, c'est grandissant, c'est cool. Ouais. Et voilà, donc il y a tout ce qui tourne autour, quoi. C'est de la modération, de la création de contenu, les textes, les stories, etc. Enfin, interagir avec la communauté. Donc, évidemment, il y a les relations presse. Donc... les journalistes m'appellent directement pour s'ils veulent Pierrugue en interview, s'ils veulent un shooting, s'ils veulent un reportage, s'ils veulent faire une vidéo. Donc il y a ça aussi. Donc c'est moi qui m'occupe de son agenda à Pierrugue. Je suis en contact avec tous les sponsors de Pierrugue parce que y a toujours des besoins. Eux aussi, ils ont des demandes quand par exemple en tournoi, ils veulent venir le voir jouer. Donc c'est moi qui organise ça. Quand ils ont besoin de lui pour faire une pub, c'est moi qui organise ça. Quand ils ont besoin, quand Pierrugue a besoin, à l'inverse de ses sponsors, type il a plus de t-shirts pour jouer ses matchs, c'est moi qui contacte Lacoste, qui m'occupe de les faire revenir. C'est moi qui m'occupe du flocage des sponsors sur les t-shirts. Enfin, franchement, je peux faire plein de trucs avec les sponsors, donc je suis bien en contact avec eux. Après, forcément, il y a tout l'aspect organisation de voyage. Ouais. Donc ça, c'est Pierrugue qui va dire que même c'est l'intendance, en fait, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du joueur et qui est bien de faire pour pas trop le solliciter, pour qu'il ait que son tennis à penser. Donc, ça va être une organisation de voyage pour 5 personnes en moyenne. Donc, il y a moi, il y a Pierrugue, son kiné, son coach, parfois son préparateur physique. Donc, ça veut dire booker les avions, les trains, les hôtels, les chambres. Boulot, en amont, parce que forcément, il y a des deadlines à respecter. En plus de ça, donc, je m'occupe d'Adams, qui est une plateforme en fait, qui concerne uniquement les joueurs du top 100 du tennis. Après, je pense que c'est assez global pour le sport en général, de haut niveau. Mais en tout cas, Adams, il faut que jour après jour, je mette 1 heure en fait, de battement dans laquelle Pierrugue va répondre présent à un contrôle inopiné, en fait, antidopage. Donc, il faut que je mette la bonne heure, la bonne adresse. Qu'ils soient localisables. En fait. Ils viennent ou ils viennent pas, parce que parfois on est chez nous pendant 5 jours, ils viennent pas. Parfois on est chez nous 2 jours, ils viennent un matin. Donc par contre, voilà, donc il y a ça organisé. C'est hyper important de le respecter parce que si je me trompe, c'est considéré comme un no-show, donc une non-présence. Et au bout de 3 non-présences, c'est tribunal, avocat, et il peut être suspendu à vie. Donc c'est assez chaud quand même. Et j'ai déjà une fois loupé le coche en m'étant trompée de 24 heures. Et il m'en a quand même pas mal voulu. Et puis après, pour finir, on va dire dans tout ce qui est administratif, je m'occupe aussi de classer toutes les dépenses, semaine après semaine, pour faciliter le travail comptable après qui est fait en fin d'année. Mais du coup, voilà, semaine après semaine, j'ai mon classeur et il y a toutes les dépenses globales pour toute la team qui passe, les frais en fait. Voilà, les frais que coûte sa petite entreprise. Beaucoup de missions différentes, du coup. Et donc tu en parlais, ce sont quand même des enjeux importants, tout ce que tu fais. La moindre erreur peut avoir une grosse conséquence. Et comment tu ressens et comment tu gères le stress par rapport à ça? Est-ce que déjà tu es de nature stressée à la base? Et est-ce que le fait de travailler avec son compagnon n'apporte pas un peu une pression en plus à cause de ce côté intime et personnel que vous avez?
Alors franchement, je suis pas de nature stressée à la base. Bon, Ouais. évidemment, j'ai des moments de stress, hein. Je dis pas que je stresse jamais, mais de manière générale, je ne suis pas stressée. Donc déjà, je pense que ça m'aide. Et après, Pierre-Hugues, c'est sûr qu'il est exigeant déjà avec lui-même, parce que pour en être là où il en est aujourd'hui, il a dû être très C'est exigeant sûr. avec lui. À 10 ans déjà, il était exigeant, je pense, 15 ans aussi. Et du coup, ben, c'est sûr que même si je suis sa copine, si je fais une erreur, si je fais quelque chose pas comme il l'aurait fait, il va toujours me le dire. Ouais. Après, c'est constructif, c'est-à-dire qu'il va pas me hurler dessus, il va me faire comprendre vraiment pourquoi est-ce que j'ai fait comme ça et pourquoi est-ce que lui aurait fait comme ça. Est-ce que c'est pas mieux comme ci, comme ça. Enfin, il me fait réfléchir, il me fait me remettre en question. Et c'est sûr qu'au début, c'était difficile parce que ben t'es un peu tout feu tout flamme, t'es là, t'as 23 ans, t'as envie que de kiffer avec ton mec, et puis au final, bah, d'un seul coup, tu te retrouves à avoir des discussions que t'as pas envie d'avoir parce que ben, t'as mal fait quelque chose, puis tu te dis, bah, au final, si je le fais pas, ben, on a passé de discussion parce que des bons moments, et puis bon, voilà, après, c'est un choix de couple, mais non, c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre. C'est clair. Et avant que tu arrives, du coup, qui s'occupait de toutes ces missions? Alors Pierre-Hugues, il travaillait déjà beaucoup avec son papa, son père, D'accord. qui a encore des missions notamment tennistiques, mais aussi dans tout ce qui est administratif. Et il avait aussi un agent à l'époque, il travaillait avec une agence. Mais Ok, il faisait d'accord. aussi pas mal de choses seul, je pense. Et aussi, surtout au début, il y a 5 ans, il n'y avait pas autant de monde autour de lui, quoi. Oui, Enfin, c'est il sûr. était 150e mondial. Voilà, on va dire que progressivement, ma venue a répondu à une demande, en fait. D'accord, ouais, Voilà, ça s'est donc fait comme ça ça. s'est fait comme ça, ouais. Et alors toi, comment tu t'es formée à ce type de communication, la communication sportive, qui est quand même spécifique, et à la gestion de personnalités publiques, sur le tas, sur le terrain Je sais pas, franchement, je suis arrivée dans ce milieu, je me suis sentie bien. Voilà, j'ai réalisé que c'était ben, le monde en fait de mon copain, que c'était comme ça, quoi. Que ben ouais, enfin, on fait des Ouais, bouffes avec Yannick Noah. Non, mais c'est ouais. drôle, mais enfin moi, Yannick Noah, je le voyais à la télé. C'est comme tout. Je me rappelle avoir fait mon premier repas avec Joe Wilfried Tsonga, je n'ai pas pu placer un mot. Je rougissais, je n'arrivais pas à le regarder dans les yeux. Et j'ai été Ouais. invitée à son mariage l'année dernière, et c'est un bon copain de Pierre-Hugues, et je suis très amie avec sa femme. Et voilà, mais les choses se sont faites naturellement. Franchement, je dirais, c'est vrai que c'est voilà, c'est un monde à part, hein, franchement. Mais aussi, ce qui est sympa avec Pierre-Hugues, c'est qu'on a vraiment un peu gravi ces échelons-là ensemble, parce qu'il y a 4 ans, il n'avait pas la même place dans le tennis français qu'aujourd'hui. Ouais. Il a vraiment gravi les échelons, il s'est fait, entre guillemets, respecter, il a montré de quoi il était capable. Du coup, voilà, il connaît... Tout est allé progressivement aussi pour toi, du coup. C'est ça. Donc Ok. petit à petit, on a tout fait ensemble, en Vous fait. avez Je suis appris pas, ensemble. voilà, je me Ok. suis pas arrivée au bout de 5 mois à une table avec que des personnalités. Et voilà, aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de gérer ça parce que ben j'en vois tout le temps sur les tournois. Enfin, franchement, même aux États-Unis, même quand ça concerne pas Pierre-Hugues, je croise des stars sur tous les tournois parce que le tennis c'est un milieu assez médiatisé et assez people aussi, on va dire. Enfin, il y a toujours des articles avec qui est dans les gradins à Roland Garros, qui est à l'US Open, etc. Donc j'en croise, mais voilà, je me dis pas. Enfin voilà, c'est comme ça, quoi. Tu as fait des stages aussi, non, dans des agences sportives à Paris. Ouais. Ça doit dû aussi un petit peu t'aider à Ouais. avoir des bases sur Oui, la oui, com. non, c'est sûr. C'est sûr qu'au début, Jack Pierre-Hugues me formait bien, et j'avais aussi, quand en 3e année, j'ai fait mon stage chez O2 Management à Boulogne, qui est une agence D'accord. de management de sportifs. Et du coup, oui, c'est sûr qu'eux, ils m'ont bien accueilli et ils m'ont bien expliqué comment il fallait ça faire. marchait. Voilà, c'est ça. Ouais, et alors, du coup, si tu as un doute sur la manière de faire, si tu te poses des questions, est-ce que tu as des personnes qui peuvent t'aider, vers qui tu te tournes, ou tu es vraiment toute seule à gérer tout ça? Franchement, quand j'ai des questions ou quand je suis vraiment pas sûre, déjà je vois avec Pierre-Hugues. Ouais. Et si voilà, Pierre-Hugues il m'apporte pas une réponse et que je suis vraiment pas sûre de moi, ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois, je vais demander à d'autres agents ou d'autres personnes que je connais, D'accord. voilà, que je fréquente en tournoi et qui peuvent m'apporter une réponse en général. Est-ce que tu trouves qu'il y a une sorte de solitude dans ce que tu fais, puisque tu es toute seule à gérer toutes ces choses? Ah bah c'est sûr qu'il y a une certaine solitude. Après, j'ai la chance d'être assez solitaire aussi. Ouais. Donc j'aime bien me retrouver seule de temps en temps. Enfin même souvent ça me dérange pas du tout. Après bien sûr être seule, il y a un monde. Hein, Oui, mais oui, bien en sûr. général voilà, passer une demi-journée seule ça me pose pas de soucis. De toute façon j'ai toujours des choses à faire. Et non, il y a une certaine solitude parce que c'est beaucoup d'attentes en fait, ce milieu-là. Quand t'es pas l'athlète au milieu ou quand t'es pas le coach,
eux deux, ils se lâchent pas toute la journée, ils font tout ensemble. Mais c'est sûr que moi, je vais pas l'accompagner à la salle de sport faire son physique tout le temps. Ou alors quand je vais faire du sport, peut-être. Mais voilà, sur le terrain de tennis, pareil, il s'entraîne, je vais le regarder. Mais qu'est-ce que je vais faire de plus? Enfin, je lui apporte rien, entre guillemets, dans le côté sportif pur et dur. Donc, il y a des moments, évidemment, plus longs que d'autres. Et il y a des tournées plus longues que d'autres. Parce que quand on part aux États-Unis, un mois et demi, etc., forcément, tu as plus le temps de te recentrer sur toi-même et de réfléchir à ta position. Mais sinon, franchement, ça va. Et tu as compris tout de suite que pour Pierre-Hugues, la priorité, ce serait sa carrière, que celle-ci passerait avant tout et même parfois avant toi. Est-ce que tu l'as accepté facilement, ça ? Déjà, le jour où je l'ai rencontré, je pense que ça faisait une demi-heure qu'on se parlait, il m'a dit moi, j'ai pas le temps d'avoir quelqu'un dans ma vie. D'accord. C'est le tennis avant tout. Donc déjà, j'étais fixée. Bon, après, moi, j'étais célibataire et j'étais très bien toute seule. Et lui, pareil, faut croire. Donc voilà. Mais non, je l'ai très vite compris. Et franchement, il faut pas être bête pour l'accepter, en fait. Tu te rends compte quand il t'explique son parcours que voilà, à 15 ans, quand toi, tu fais des soirées avec tes potes, 16 ans, quand tu sors, etc., 18 ans, quand tu fais tes vacances avec tes potes, il n'a rien fait de tout ça. Ouais. Sa vie, ça a été le tennis, l'entraînement. Et aujourd'hui, on peut voir un peu que le haut de l'iceberg en disant c'est super, il est jeune, il a réussi et tout, mais tu vois pas tout ce qu'il y a derrière. Et franchement, il fallait vraiment de l'envie pour y arriver, quoi. Mais justement, je voulais aussi te poser la question pour toi, de ton côté, parce que cette vie hors du commun, elle a évidemment ses bons côtés. Tu voyages beaucoup, vous vivez, j'imagine, confortablement, mais il y a aussi tout l'envers du décor, les mauvais côtés comme il y en a toujours, et donc tu ne parles pas à tout le monde, que tu n'exposes pas sur les réseaux sociaux, j'imagine. Est-ce que tu te donnes le droit quand même de, pas te plaindre, mais entre guillemets, de parler de ces mauvais côtés? Est-ce que les gens, ils ne voient pas que les paillettes, alors qu'il y a aussi... C'est marrant parce que tu me poses vraiment que des bonnes questions, en fait. Ouf. Non, mais en fait, c'est vrai que le droit de se plaindre, ça, c'est un sujet hyper intéressant parce que c'est vrai que du coup, mes problèmes du quotidien, c'est pas les problèmes de tout le monde. Et du coup, parfois, t'es juste saoulé parce que tes problèmes à toi, à ton échelle, ils te saoulent. Mais à qui tu vas les raconter, en fait? Tu vois, tu te dis, qui va me trouver crédible? Et au pire, ils vont me dire quoi, les gens? Ils vont me dire, arrête de te plaindre, c'est bon, t'as la belle vie, tu voyages et tout. D'accord, mais bon, la vie, elle s'arrête pas à ça, tu vois. Mais encore, là, c'est marrant, je rebondis, mais cette semaine, j'ai eu un souci avec un vol pour aller à Amsterdam de Paris, donc c'est censé être 1 heure de vol. Bref, le vol a été annulé, j'ai dû reprendre le lendemain avec un vol avec escale. C'était un billet qui m'a coûté très très cher, donc j'étais vraiment pas contente du tout. Et du coup, j'en ai profité pour mettre un petit... parce que les réseaux sociaux, pour moi, ça sert aussi à ça, de se plaindre, de mettre en avant ce que tu reproches aux marques, on va dire. Et donc, j'ai reproché à Air France cet épisode, et il y a une dame qui m'a écrit tout simplement... après un bon spa, un restaurant et une grasse matinée, on relativise vite vos problèmes. Je pense que ça ira mieux demain vu que vous ne travaillez pas. Elle m'a répondu comme ça. Alors que, je lui ai rien demandé. Oui, c'est clair. Je me plains juste d'un service, en fait, parce que je suis un consommateur. Donc, j'ai payé un prix pour un service. J'étais pas contente, j'ai le droit de le dire. Et voilà, et les gens, ils s'arrêtent à ça, en fait. Et c'est triste. Et cette dame-là, je lui ai répondu et je lui ai dit, voilà, vous n'êtes pas à ma place, vous savez pas ce que c'est. Et elle m'a répondu qu'elle savait pas ce que c'était, mais qu'elle était institutrice. Donc, elle savait pas ce que c'est vu qu'elle est institutrice et qu'elle saurait jamais. Mais c'est là que je me dis, les pauvres enfants, en fait, d'être avec des instits qui sont comme ça, haineuses et méchantes, la méchanceté gratuite. Mais non, donc voilà, donc des gens mal intentionnés, il y en aura toujours, de toute façon. Hein, qui ont des préjugés aussi. Exactement. Donc, franchement, moi, maintenant, ça me touche sans me toucher. Ça dépend toujours de ce qu'on dit. Elle, en soi, elle m'a pas vraiment... Atteinte, voilà, mais ça existe en tout cas. Et quoi que tu fasses, quoi que tu dises à n'importe quelle échelle, moi je vois déjà avec le peu de médiatisation qu'il y a sur moi ou qu'il peut y avoir sur moi, je me dis mais les pauvres influenceuses, ce qu'elles se prennent. Franchement, des gens qui ont des milliers de followers, des millions, c'est pas possible. Ça doit être horrible pour eux. Donc je relativise. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est parfois pesant, alors je saute un peu du coq à l'âne là, mais est-ce que c'est pesant parfois que Pierre-Hugues soit le centre de l'attention? Est-ce que tu voudrais pas parfois que vous soyez un couple normal, deux inconnus avec des jobs tout à fait lambda? Alors, est-ce que ça me pèse? Franchement, parfois j'imagine que oui, mais voilà, après c'est fait partie de son métier, en fait. Tu as accepté le package. Voilà, parfois, il sort du terrain, il en a pour 15 minutes pour signer des balles. Je me dis,
bah voilà, il rend quelqu'un heureux, ça fait partie de son boulot. De toute façon, il a été le même gamin avec sa balle de tennis au bord du cours à attendre le joueur de le rencontrer, etc. Donc franchement, je l'accepte et je trouve que c'est même génial qu'il puisse vivre ça. Et après, oui, c'est vrai que parfois, j'aimerais quand même qu'on soit des gens normaux, non pas parce qu'on se fait reconnaître et on se fait embêter, pas du tout, mais parce que, juste en fait, aller prendre l'apéro avec tes potes le vendredi soir et faire un ciné ou un resto, comme ça, avec tes amis, ça arrive peut-être, tu les comptes sur les doigts d'une main. Et en fait, pour voir tes amis, il faut que tes amis viennent te voir en tournoi. Mais j'aimerais bien sortir de chez moi et me dire allez, je vais boire un verre ou je vais au resto sans réfléchir, et ça n'existe pas. Et du coup, ce manque un peu de spontanéité, il me manque. Ouais. Alors finalement, tu le suis dans ses déplacements, mais est-ce que vous avez tant que ça des moments, rien que pour vous, où le tennis n'entre vraiment pas en compte? Ça, c'est rare. C'est rare, oh là là, c'est rare. Avant, quoi. Franchement, ça arrive 2 fois par an, et c'est quand il prend quelques jours de vacances l'été, c'est quand il prend quelques jours de vacances l'hiver. D'accord. Toute l'année, sinon vraiment ça tourne autour de ça, parce que même quand on a un jour off, en fait, entre 2 tournois par exemple, on est dans les avions pour aller à notre prochain rendez-vous. Et quand on n'est pas en train de voyager, il fait quand même des soins parce que son corps est fatigué, parce que son kiné est sur place. Franchement, tout tourne autour de ça toute l'année. Ouais, il est un peu là aussi, l'envers du décor dont on parlait avant. Il lâche jamais. Et voilà, et quand on a des vacances, même là, en fin d'année, on était en vacances, il y avait le sujet Coupe Davis, donc il passait des coups de fil tous les jours, il était sur des groupes de conversation. Franchement, le tennis, après, c'est normal, c'est hyper actuel, et une carrière, c'est tellement éphémère, voilà, tu sais pas, donc il faut, voilà, c'est le moment présent, faut le faire à fond. Mais voilà, en tout cas, ça ne nous lâche jamais trop longtemps, quoi. C'est ça, vous vivez tennis, vous respirez tennis, vous mangez tennis, vous parlez tennis. Mais exactement. Est-ce que ça te donne pas l'impression de vivre un peu dans un huis clos, finalement, cet univers Oui, au final, oui, bien sûr, c'est le huis clos du tennis, quoi. Franchement, tu bois, tu manges, tu dors tennis, quoi. Ouais. Tu fais tout ce qu'il y a en ton possible pour qu'il soit bien, pour qu'il ait que son tennis à penser, que son match, que la préparation du match. Tu t'assures de réserver un restaurant qui soit pas trop gras, parce qu'il faut qu'il mange bien. Tu t'assures après le match, si jamais on doit partir, que les billets d'avion soient réservés, parce qu'il faut vite qu'on enchaîne. Non, c'est sûr que c'est que ça tout le temps. De l'extérieur, on s'imagine pas tout ce que ça engendre, non, c'est sûr. tout ce que ça comprend. Non, c'est sûr. De vivre cette vie, quoi, avec ses bons et ses mauvais côtés, c'est sûr. Mais c'est du non-stop, en tout cas. Ouais. Parce que même en voyage, on fait des villes moins glamour que d'autres, mais en tout cas, dans les plus glamour, on peut typiquement citer Londres, New York, etc. Vas-y, fais-nous rêver un peu, dis-nous un peu où tu es allée. Non, mais ça fait rêver, mais au final, tu vois, je suis allée 5 fois à New York, je pense que ça fera ma 5e année cet été, et j'ai jamais fait la Statue de la Liberté. Ah oui, oui, ok. Et avec Pierre-Hugues, je crois qu'en 5 ans, j'ai eu un jour off à New York. C'est ça, tous ces voyages, c'est pas du tourisme. Et puis quand il a une demi-journée, il sort pas parce qu'il est fatigué. Ouais. Donc il reste dans la chambre. Il se repose, pas de perte d'influx bêtement. Et puis si jamais il va se balader, il va dire non mais là il faut que je rentre parce que, il psychote en fait. Il se restreint aussi. Ouais, il se laisse pas la chance en fait de faire autre chose pour pas avoir l'opportunité de regretter en fait. Si jamais il perd plus tard ou quoi, il se dira pas c'est parce que j'ai fait ça. Ouais. Mais c'est bien que tu nous parles de tout ça en fait, parce qu'on s'imagine pas du tout, et c'est une partie de c'est sûr. Cette vie-là aussi. Et tu vois, en t'en parlant là, du coup, il y a plein d'idées qui me refont surface, c'est vrai, mais au final, pendant mon quotidien, j'y pense pas à tout ça. Et maintenant qu'on en parle, c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Et toi, tu le vis en temps réel, donc tu réalises pas forcément, mais ça. De l'extérieur, je me pose pas la question en fait. Quand tu vois les efforts qu'il fournit pour avoir un résultat, chaque semaine compte, parce que chaque semaine, il peut faire ce résultat tant attendu, et chaque semaine peut bouleverser en fait une carrière. Donc, ça va très vite. Ouais. Et alors, c'est compliqué de trouver l'équilibre quand le privé et le professionnel sont mélangés à ce point? Je pense qu'à un moment, c'était un peu dur. Surtout que je pense que en 5 ans, on a grandi tous les deux. Et mais j'ai appris à m'en remettre en question forcément, mais c'est vrai qu'au tout début, toi t'es juste là, en plus moi j'allais à l'école la semaine, donc quand je voyageais c'était un peu du kiff, et finalement le kiff il était vite stoppé, parce qu'il fallait que ce soit Pierre-Hugues, donc du coup je le voyais sans le voir, et puis au final il me reprochait d'avoir pris le mauvais avion, donc franchement c'était, à des moments c'était un peu lourd, parce que je me disais non mais pourquoi je fais tout ça, ma vie, c'est pas ça, en fait. Moi, j'ai 23 ans. Ok, oui, je kiffe avec lui, je voyage et tout, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça et tout? Je pense qu'à des moments, je me suis posé la question quand même, bien sûr. Mais c'est normal. Et voilà, mais non, mais c'est sûr que c'est pas toujours facile. Mais après, tu trouves tu parles. Franchement, la communication, c'est très important. T'en parles, t'exposes tes points de vue, tes désaccords.
comment il faut faire pour trouver un terrain d'entente. Et puis à la fin, voilà, tu te remets en question, puis tu te poses les bonnes questions. Et puis tu te rends compte vite que voilà, ça sert à rien de penser comme ça. Et puis tu continues, quoi. Et quels sont les écueils à éviter quand on travaille avec son compagnon? Est-ce qu'il y a des pièges un petit peu dans lesquels on peut tomber? Ouais, alors il faut pas tout mélanger. En fait, c'est pas parce que il t'a fait à 14h un reproche sur ta manière d'avoir fait une mission que le soir tu fais la gueule, en fait. Ouais, Tu c'est vois. ça, faut bien séparer les Parce deux. que quand tu es un couple lambda et que tu travailles chacun de ton côté, le soir tu rentres, tu peux un peu parler de ce qui t'est arrivé au bureau, demander si t'es d'accord, et puis voilà, en profiter un peu pour te lâcher et dire ouais, moi je suis pas d'accord, nanana. Mais moi et Pierre-Hugues, on est la journée ensemble. Et du coup, s'il me reproche quelque chose, je l'accepte, je l'encaisse et puis c'est fini, quoi. Ouais. Puis le soir, on est un couple, on passe un bon moment au restaurant et puis... C'est une autre partie. C'est ça. Voilà. Mais ça sert à rien de se braquer, quoi. Parce que je pense que si tu te braques, tu vas nulle part, clairement. Alors j'imagine que pour Pierre-Hugues, c'est primordial aussi mentalement de savoir que tu t'occupes de tout, qu'il a l'esprit libre par rapport à toute l'organisation, mais également que tu es là pour le soutenir quand il fait des compétitions, des matchs de tennis. Tu as quand même un rôle indispensable, même pour lui psychologiquement, quoi. Oui, ouais, c'est vrai que encore récemment, voilà, il me disait que déjà mon rôle il est primordial parce que ça lui enlève, il me dit toujours 50 épines du pied. En plus, comme je connais par cœur sa vie, ses attentes, ses envies, etc. Je prends beaucoup de décisions pour lui sans lui en parler et du coup en fait il a même pas besoin de réfléchir à... Parce que tu le connais tellement bien. Voilà, c'est ça. Donc ça le décharge beaucoup déjà. Et en plus de faire tout ce que je fais pour lui professionnellement, on va dire, effectivement dans le privé j'ai un gros rôle. Et quand tu es la compagne d'un joueur de tennis, tout le monde le dira, tu as ta place dans la boxe pendant le match, au même titre que le coach, que le physio, que le préparateur physique. Tu es importante, en fait. À un moment, il va se retourner vers la boxe, il va te regarder et ça compte pour lui. Et effectivement, lui, il est hyper heureux quand je suis là. Aujourd'hui, je suis majoritairement avec lui, donc voilà, mais non, ça compte, et pour lui en tout cas, pour moi aussi, bien sûr. Ouais. Et puis non, c'est logique en fait, juste. Oui. Voilà, ça coule de source. Et est-ce que tu as souffert quelquefois de cet éloignement de tes proches, de ta famille peut-être? Comment ça se gère ce côté-là? C'est vrai qu'au début, donc quand je l'ai rencontré, j'étais encore à Metz, j'avais plein d'amis, plein de groupes d'amis, j'étais tout le temps dehors, etc. Et au final, cette vie-là, elle m'a vite fait... j'ai vite fait un tri, en fait. Mais assez naturel, hein, sans prise de tête. Tu te recentres sur l'important, en fait. En fait, voilà, tu pars tellement souvent à droite, à gauche, que quand tu rentres, tu vois les principaux. Donc, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, tes amis. Et au fur et à mesure, tu te rends compte, en fait, que qui t'as envie de voir. Donc, je suis passée de beaucoup de copains à peu d'amis, on va dire. Et ça me convient bien comme ça, parce qu'au final, c'est des gens qui m'ont vu grandir aussi, qui m'ont soutenu, qui ont eu tous les stades de ma relation avec Pierre-Hugues, qui le connaissent aussi. Donc, on va dire, ça a été un tri sélectif naturel. Et du coup, mes moments de blues, j'en ai forcément. Pas beaucoup, en tout cas là, comme ça, j'en ai pas un qui me vient en tête. Mais en tout cas, ma famille, voilà, elle est toujours là pour moi, mes amis aussi. Quand ça va pas, un coup de téléphone et tout. Enfin, franchement, ça va. Ok. Alors, quand Pierre-Hugues aura fini sa carrière de sportif de haut niveau, tu feras quoi professionnellement? Tu continueras à l'accompagner dans d'autres tâches? Tu as des plans un petit peu de carrière pour l'après? J'avoue que c'est flou, parce que même moi, parfois, quand je pose la question à Pierre-Hugues de savoir lui ce qu'il va faire après, parce que, mine de rien, il a donné sa vie en fait à la pratique du tennis. Et à un moment, à 35, 40 ans, ta carrière s'arrête. Et là, en fait, tu ne sais plus rien faire. Tu n'as pas fait d'études. Tout ce que tu fais, c'est taper dans une balle de tennis. Bon, effectivement, en fonction de ton palmarès, des voies s'ouvrent à toi. Je sais pas, coacher, commenter, plein de choses. Et du coup, moi, quand je lui pose la question à lui, il dit qu'il ne sait pas, qu'il verra, que dans un premier temps, être père au foyer, ça ne le dérangerait pas aussi. Voilà, avoir une vie normale, en fait. Voilà, donc ça c'est pour lui. Et ensuite, pour moi, j'avoue que déjà, je ne sais pas combien de temps je ferai le métier que je fais aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, ça a été un tremplin. Travailler dans le milieu du tennis, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, d'en rencontrer encore chaque semaine, de parler anglais la plupart du temps, de voyager. Enfin, j'ai pas l'impression de m'être fermé des portes, en tout cas. Non, clairement pas, ouais. Et du coup, je trouve ça hyper enrichissant et hyper bien. Mais combien de temps est-ce que je vais aimer voyager en full-time comme ça? Parce que c'est quand même, ça demande franchement un temps et un investissement de fou. Donc,
je sais pas combien de temps ça durera. Un jour, on aura des enfants, forcément, ça ralentira. Puis les enfants grandissant, j'imagine l'école, etc. Ouais. Donc forcément, petit à petit, ta vie, elle rentre un peu plus dans la normalité, en fait, je pense naturellement à la fin d'une carrière. Et moi, après, ce que je voudrais faire, je t'avoue que je pourrais typiquement ouvrir une agence et puis gérer un peu l'agenda et tous les à côté de la vie d'un joueur de tennis, par exemple. C'est quelque chose qui pourrait toujours me plaire si ce métier me plaît. Mais je me vois bien aussi, pourquoi pas, ouvrir un café, un coffee shop quelque chose rien à vegan, voir, mais voilà, où tu sers un peu de la nourriture simple mais efficace, où tu rencontres des gens, où tu parles avec les gens, un lieu d'échange, je sais pas. J'ai pas vraiment d'idée et en plus, voilà, ça fait même pas un an que je fais ce métier full time, on va dire. Donc c'est un peu tôt pour y penser, mais en tout cas, quand je me projette, je me dis pourquoi pas. Il y a plein d'horizons qui Voilà, s'ouvriront il y en à a toi. plein, exactement. Mais alors justement, ce retour à la normalité, ce changement de rythme, vous y préparez mentalement ou vous n'y pensez mais pas non plus encore, c'est trop tôt? Ouais, non, franchement, je t'avoue, ça ça fera 5 ans qu'on est ensemble et j'aurais fait 4 ans d'études encore derrière. Donc franchement, là, je suis juste en... Voilà, je profite de ce qui se passe maintenant. j'accueille ce que la vie, elle me D'accord. donne. Je voyage, je suis jeune, j'ai pas d'enfant. Voilà, c'est le moment de le faire, quoi. Donc non, franchement, on se pose pas la question, mais je pense qu'on n'aura pas de mal à revenir aux choses simples, en fait. Ouais. Parce que c'est quelqu'un de simple. Moi, je viens d'un milieu aussi simple. On est conscient chaque jour qu'on a de la chance, de voyager, d'avoir les moyens de me faire voyager aussi, parce qu'il n'y a pas tous les joueurs de tennis qui peuvent prendre leur copine avec eux sous le bras toute l'année, ça c'est sûr. Et voilà, donc on est heureux de ça, et puis on verra plus tard. D'accord. Alors, est-ce que tu attends de lui qu'il te renvoie, entre guillemets, l'ascenseur dans quelques années, quand il aura freiné toutes ses compètes, et que ce soit lui aussi qui t'aide et te soutienne dans tes projets et fasse peut-être des sacrifices pour toi, comme toi tu en fais actuellement pour lui? Elle est marrante ta question. Alors franchement non, j'ai pas d'attente parce que déjà je me suis aperçue que pour être heureux dans la vie, il fallait pas avoir d'attente parce que ça c'est pas bon du tout. Après, lui, ce qu'il me dit souvent en rigolant, c'est ouais, quand je serai retraité, c'est toi qu'on suivra, nanani, nanana. Voilà, ça, c'est sur le ton de l'humour. Après, on verra vraiment, encore une fois, ce qui se passera. Mais là, comme ça, non, j'ai pas d'attente. Et si lui, derrière, il a une activité qui rebondit bien et qu'il est heureux, moi, je serai heureuse pour lui. Et voilà, on se soutient. Mais par exemple, ce soir, j'ai ma remise de diplôme. Ouais. Et déjà, il me fait un beau cadeau d'être là. Donc, génial. Donc, c'était inespéré par rapport à l'emploi du temps et tout. Mais déjà qu'il soit là ce soir, c'est hyper important pour moi. Et c'est ce genre de trucs qui comptent, en fait. Ouais, qui sont importantes. Et est-ce que tu développes aussi des projets à toi toute seule, indépendamment du tennis et de la carrière de Pierre-Hugues, ou alors est-ce que cette vie ne t'en laisse absolument pas le temps? J'avoue qu'à des moments, j'aurais pu un peu me lancer et tout ça. Sur mon téléphone, d'ailleurs, j'ai la liste un peu de mes rêves. Enfin, à chaque fois que j'ai une idée, je la liste. Typiquement, faire une retraite de yoga, m'inscrire à un cours de théâtre, commencer le tennis. C'est plein de choses qui me plairaient, mais c'est vrai que je trouve pas le temps, ou remonter à cheval même. Et quand je rentre à la maison, en fait, on est tellement là peu. On est là 4 jours. Ces déplacements, ça favorise pas. Non, pas assez posé, franchement, quoi. on est là 4 jours. Le temps que tu défasses ta valise, que tu en refasses une, que tu te poses 2 minutes, que tu fasses ton ménage, parce que, mine de rien, voilà, c'est la vraie vie. Tu rentres chez toi, au bout d'un mois, il y a de la poussière partout. Moi, j'aime bien vivre dans le propre, etc. Donc, franchement, à chaque fois, je me dis, oh, allez, mais bouge-toi, va voir le club à côté de chez toi, va voir ce qu'ils proposent. Et au final, je le fais pas. Je sais que ça, c'est dans un coin de ma tête. Et je le ferai peut-être un jour plus tard, mais voilà, mais en tout cas j'ai plein d'idées moi, mais c'est vrai que pour les faire aboutir c'est un peu dur. Peut-être plus tard quand vous bougerez moins, voilà, justement, ce sera une autre vie dans cette vie-là. Quels sont tes projets à venir, Julia? Est-ce qu'il y a une actualité brûlante qui va arriver ou ce sera calme? J'avoue que là, on est mi-juin et Roland-Garros, c'est fini. Et c'est vrai que le début d'année, il commence un peu sur les chapeaux de roue parce qu'il y a Roland-Garros qui arrive vite. Donc Roland-Garros dit tennis en France, Grand Chelem, etc. Donc c'est vrai que Pierre-Hugues était pas mal sollicité en début d'année. On a fait pas mal de choses et c'était très, très cool. Et là, j'avoue que c'est un peu plus calme. Donc, des projets à proprement parler avec lui, non. Ouais. L'actualité chaude vient de passer, là. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Maintenant, un petit peu de repos. Ouais, entre guillemets. Mais l'année est longue et il va y avoir plein de choses encore. Et voilà, c'est jamais vraiment fini, quoi. Mais c'est vrai que l'actualité chaude est passée. Un rythme à 1000 à l'heure, finalement. Ça ne s'arrête jamais. Merci beaucoup, Julia, de nous avoir partagé ton parcours qui est quand même assez exceptionnel, qui n'est pas comme les autres. Merci de m'avoir reçue, ça m'a fait super plaisir. Moi aussi. C'était très cool. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci à la région Grand Est qui m'a aidé à me lancer dans ce projet. N'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. À bientôt!